Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. Je me suis dit, ok, je vais me présenter, je vais faire une vidéo où je me présente, mais je suis une lesbienne iranienne. Mais je me suis rendu compte que, oh merde, vu que ça va être en ligne, je peux plus aller en Iran, parce que l'Iran est un pays qui tue les homosexuels. C'était un putain de deuil, parce que je peux plus retourner dans mon pays, en tout cas sous le régime actuel. Et j'ai choisi de faire la vidéo qui s'appelle Lesbienne iranienne et de plus jamais retourner en Iran. Alors que t'as encore toute une partie de ta famille là-bas. Ouais, il y a plein de gens et puis mon pays me manque quand même, tu vois. Quand j'ai été là-bas, j'ai compris ce que c'est de se sentir chez soi. Parce que j'ai regardé autour de moi et je me suis rendu compte que, oh merde, tout le monde me ressemble, tu vois. Tout le monde a ma tête, quoi. Tout le monde a ma taille, déjà. Ils ressemblent tous à Coluche. Nouvel épisode avec l'une de mes plus proches amies humoristes, Dena. Elle est merveilleuse, j'ai vraiment hâte de vous la présenter si vous ne la connaissez pas encore. D'ailleurs, avant l'épisode, je vous conseille d'aller regarder sa vidéo Montreux qui s'appelle Lesbienne iranienne. Alors j'ai rencontré Dena il y a 5 ans, plus ou moins, c'était au moment où je me lançais dans le stand-up, alors elle faisait déjà partie des meubles de la nouvelle génération d'humoristes en Belgique. Et c'est une des personnes qui me fait aujourd'hui le plus rire et dont j'admire la fougue, l'énergie et le processus d'écriture qui consiste à ne pas écrire et à monter sur scène avec 4 mots-clés et 2-3 idées comme ça. Mais ça marche très très bien pour elle. Et là, elle vient de terminer une résidence de plusieurs semaines au Théâtre de la Toison d'Or à Bruxelles pour jouer son premier spectacle, Dena, princesse guerrière. Donc c'était le moment idéal, je trouve, pour parler de plein de choses, de comment elle a pas été acceptée en école de théâtre parce qu'elle était trop marrante, de l'importance que ça a pour elle de dire sur scène qu'elle est lesbienne et iranienne, et du fait que depuis qu'elle a sorti sa vidéo Montreux, où elle en parle, eh bien elle ne peut plus retourner dans son pays en Iran, de comment faire rire des gens quand on se sent extrêmement triste et qu'on a un peu envie de crever, et du fait que c'est une des seules humoristes que je connaisse qui tient à ce que les choses évoluent lentement. On a beaucoup ri et il y a eu beaucoup de métaphores que je n'avais pas vu venir, dont une à base de Kid Paddle. J'espère que ça vous plaira. Bon, le doute, quid? Ah oui, comme ça? Ouais, but en blanc là. Le doute est beau, tu vois, parce que je pense que le doute est c'est les piles d'une lampe de poche, non? Bah vraiment développe là. Sinon là c'est juste bizarre. Parce que j'étais en train de me dire, est-ce que le doute est une lampe de poche? Non. Le doute est quelque chose qui va t'aider à allumer une lampe de poche pour t'éclaircir le chemin que tu dois parcourir, tu vois. Donc ouais, et je pense que le doute est je sais pas, je le vois comme un truc un peu comme une éponge comme ça, tu vois. Ça se dit spongieux, spongieux, ouais. Spongieux, ouais. Voilà. Et pourquoi spongieux? Je vais déjà commencer à pleurer. En fait, c'est parce que les éponges, ça me rappelle ma famille. Bisous à Bob. Ouais, attends. J'essaie de chercher au fond de moi d'abord le doute. Attends. C'est comme ça que j'écris aussi. Hein. C'est vrai? Ouais, je vais au fond de moi. Menteuse, t'écris pas? Non, mais c'est comme ça que je vais chercher les idées, tu vois. Je plonge, tu vois. Je vais comme ça dans mon âme et dans mes tripes. Et là, il y a quoi? Ben là, je cherche en fait. Mais je viens de jouer à Zelda, donc j'ai les images de Zelda dans ma tête où il est comme ça dans un gouffre, tu vois. Où c'est tout noir. C'est super beau. Et puis ouais. Tout ça, tu dois devoir couper, hein, parce que j'ai encore rien dit, tu vois. non, mais ta question est trop. Ok. Au cas où je laisse, il faut corriger, c'est pas Zelda, c'est Lynx. Sinon, on a tous les geeks qui vont nous dire, tu vois. Link. Comme ça, t'as le Link. Non, mais comme ça, je le dis, comme ça, tu peux le couper. Ok, super. Link. Je te fais des variantes. Bon, t'as commencé comment, toi, le stand-up? Parce que je me rends compte qu'il y a plein... Enfin, on pose jamais la question à nos potes et on la pose qu'à des invités, tu vois. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai fait des études d'art, j'étais en graphisme et j'étais nulle à chier. Et pour mon travail de fin d'année, j'avais fait un truc nul visuellement, mais le concept était très fort. J'avais créé une entreprise qui, soi-disant, aide des réfugiés, mais qui fait tout pour saboter leurs procédures administratives. Et lors de l'examen, je m'étais présentée
retrouvée comme porte-parole de cette entreprise. Et donc j'avais vraiment fait de l'acting, quoi, tu vois, en me disant peut-être que si je les fais rire ou s'ils rentrent dans mon délire, ils vont pas voir à quel point mes visuels sont dégueux. Et ça a marché. Parce qu'ils m'ont dit on t'a vraiment laissé passer et on t'a laissé réussir ton année parce que ton concept était très fort, même si ton visuel était dégueu. Et donc là, quand j'ai été récupérer mon diplôme, c'est mon prof qui m'a dit en fait tu devrais faire du théâtre. Et là, vu que j'avais déjà changé 10 000 fois d'études, parce que j'avais fait sciences biomédicales, un peu de médecine, tout ça, je me suis dit, pourquoi pas recommencer des études. Donc, j'ai fait l'examen d'entrée de théâtre à Leuven. Et c'était un peu genre The Voice, tu vois. On était 100, et puis on était 80, et puis on était 50, et puis on était 30. Et au final, j'étais dans les 10 derniers. Et moi, j'avais 0 expérience en théâtre, tout comme j'avais pas d'expérience en art non plus. Mais je m'amusais bien, et surtout, comment dire, j'étais forte dans tout ce qui était impro ou texte écrit par soi-même, tu vois. Et donc là, j'étais vraiment dans les 5 derniers. Et au moment d'aller savoir si je suis prise ou pas, ils m'ont dit non parce que t'es trop drôle. Et j'étais là, ok. Enfin, c'était bizarre comme argument. Et ils m'ont dit non, on sent que si on t'oblige à interpréter des textes antiques ou du Shakespeare ou quoi, tu vas souffrir. Et nous, on sent une énergie en toi qui est faite pour du stand-up. Et donc quand ils ont dit stand-up, j'étais là. C'est fou parce que les théâtreux qui t'emmènent vers du stand-up, ouais. Alors qu'en général ils méprisent un peu ça, non ? De ouf. Mais vraiment ces gens-là, pour moi, c'était c'était des petites lucioles comme ça, illuminées, parce que c'était pas du tout un truc que je rêvais de faire. C'était pas mon univers, tout ça. Mais au moment de dire stand-up, j'avais l'impression d'être dans Hercule, tu vois, où quand il y a les 2 sorcières qui veulent couper un fil. Et qu'elles n'y arrivent pas. Elles arrivent pas. C'était ce moment-là où j'étais là, oh, tu vois. Et ils m'ont dit, il y a un café, un comedy club à Anvers qui organise des workshops, si tu veux, appelle-les. Et en fait, j'appelle au moment même. Et ils me disent, il reste une place et on commence demain. Donc c'était un peu genre destiny, tu vois. Et c'était 3 workshops de 3 heures où ils t'apprennent à tenir un micro, ils t'apprennent un peu l'anatomie d'une blague, où ils invitent un grand stand-upper flamand, Alex Agnew, pour expliquer comment se déroule une carrière. Et c'était très real, tu vois, c'était très flamand, donc ils font pas de cadeaux, et ils te disaient à quel point ça allait être dur, et ils t'expliquent que avant qu'une carrière décolle, ça prend au moins 10 ans. Et donc en fait, ça te met très vite les pieds sur terre. Et moi, je suis très contente d'avoir eu cette formation parce que c'était très vrai finalement. Et donc, durant ce workshop, à la fin, tu dois écrire ton premier 5 minutes, et t'as le presentation day, et j'ai cartonné. Et là, je me suis dit, ok. Et les profs aussi m'ont regardé en mode, ok, c'est parti, let's go, quoi. Et donc, j'ai commencé comme ça, quoi. Donc, ta première scène, c'était en flamand. Ouais. C'est en flamand. Dans un comedy club qui s'appelle Joker, à Anvers, devant un public flamand. Je sais même plus ce que je racontais, mais en tout cas, les gens étaient morts de rire. Et même moi, je me suis dit, ok, je suis là où je dois être. Tu vois? Et t'étais pas stressée? Non. Il y avait un truc un peu, je sais pas, j'avais une énergie qui avait envie de divertir, tu vois? J'étais stressée probablement, mais je sais pas, il y avait une excitation et tu vois, ouais, je sais pas, j'avais l'impression de sauter dans un truc tout nouveau, quoi, tu vois. Et t'as pas eu peur quand ils t'ont dit ouais, il faut 10 piges pour que ça démarre, parce que toi t'as fait plusieurs fois les études, t'as repris à 0 du coup, et là tu te dis ok, je vais faire un truc en sachant qu'il y a plein de gens qui veulent le faire, il y en a plein qui se foirent, de ouf. Et même quand ça marche, ça prend 10 ans. Je sais pas, ça m'a rassurée en fait, vu que je suis quelqu'un de très lent, mais je me suis dit c'est très bien. Comme ça, je prends mon temps. Et comme ça, si ça prend pas dans les 10 ans, enfin, si ça prend pas à la 2e année, à la 6e année, à la 9e année, je serais là, c'est normal, tu vois. God's plan. Donc, il y avait un truc où ça me rassurait, donc ça me faisait du bien. Et puis, je trouvais ça cool que ça soit lent, parce que moi, j'aime bien quand c'est peaceful, tu vois. Et je sais pas, il y avait un truc très vrai. Et ouais, je sais pas, ça m'a rassurée, en fait, plus qu'autre chose. Ok. Et aujourd'hui, donc là, ça fait combien de temps ? Ma première scène, c'était, je pense, le 2 novembre 2016. À 17h30, mais je pense. Peut-être le 3 novembre. Mais du coup, ça fait 7 ans, tu vois. Et je trouve que je suis ce schéma. Parce qu'après 5 ans, j'ai senti tu vois, boum, j'ai senti un petit truc comme ça. En fait, ça monte, quoi, tu vois. 5 ans, c'était Montreux. Voilà, ouais. Tu vois. Donc, pour moi, c'était vraiment, t'as une bonne mémoire, hein. Mais c'est exactement ça, où je me suis dit, ah ouais, on est à 5 ans et je suis sur la bonne voie, quoi, tu vois. Donc, ouais. Et là, 7, et puis on verra ce qui se passe dans 3 ans, quoi. Los Angeles. Hi, my name is Dana. Welcome to the Kardashians. Je serai une des sœurs. Lesbienne, mais bon. Mais t'aimerais quoi, toi, aux 10 ans?
Avant, j'avais des rêves un peu grandioses, un peu mégalos, où j'étais là, je vais être le premier artiste à remplir le stade Roi-Baudouin. Mais en fait, aujourd'hui, j'en ai plus besoin. J'ai pas besoin de ça. T'as plus besoin du stade. Non, je sais pas. Et puis mon rêve aussi, c'était de finir en fait dans Saturday Night Live. Et je sais pas, quelque part, ça m'attire moins. Mais je pense qu'un truc un truc que j'aimerais vraiment faire, c'est écrire une série qui cartonnerait, tu vois. Ça, je pense mais je sais pas si ce serait ce qui arrive au bout des 10 ans, tu vois. Mais en tout cas... Parce que là, au bout des 10 ans, c'était 10 ans de stand-up, normalement. Ouais, c'est ça. Là, toi, tu mélanges toutes les disciplines. Non, parce que non, mais j'ai commencé une discipline je il y a veux 7 être ans. la plus grande ballerine du monde. Il me reste 3 ans. Mais non, je sais pas, parce que je pense que le stand-up est un métier qui t'emmène partout, quoi, tu vois. Donc, ouais. Et en même temps, j'aime pas du tout trop projeter. Tu vois, parce que dans ma carrière, tout est arrivé sans que je l'espère trop. Tu vois? Et ça m'a fait du bien parce que je suis moins frustrée que d'avoir envie d'un truc qui n'arrive pas, tu vois. Ouais, puis les gens, ils deviennent vite malsains quand ils s'espèrent trop. Exactement. Exactement. Parce que quand tu commences, la première année, tu te dis que l'année d'après, tu vas faire Montreux. Mais en fait, très vite, tu comprends que non. Et finalement, Montreux est arrivé vraiment de manière inattendue pour moi. Et c'était super cool. Tout comme avant Montreux, le truc que je racontais tout le temps, c'est que j'avais fait le Palais 12. Et là aussi, c'était sur un malentendu parce qu'il y avait... Le Palais 12, pour les Français, c'est la plus grosse salle de Belgique. Ouais, une des plus grosses salles. Oui, de francophonie. Enfin, oui, c'est ça, oui. Ça. Et là, c'était sur un malentendu où une personne n'était plus dispo, la remplaçante non plus. Et donc, on m'a demandé, est-ce que la semaine prochaine... Bon, ouais. Ah, je savais pas ça. Ouais. Est-ce que la semaine prochaine, t'es dispo? Et je savais très bien ce qu'il y avait la semaine d'après. Et j'étais là, pourquoi? C'est pour un déménagement. Pour faire un 5 minutes à Perpète-les-Bains pour 5 €. Non, mais du coup, j'étais là, bah oui. Et donc, j'ai fait ce gros truc de manière très inattendue, quoi, tu vois. Donc, c'était... et du coup, toute ma carrière, je me trouve très chanceuse d'avoir eu ça. D'avoir jamais eu à espérer parce que ça arrivait tout seul. Et donc, je me souhaite ça aussi pour le futur, quoi, tu vois. Toi, t'aimes pas avoir trop de temps pour réfléchir et pour stresser. Exactement. Tu me connais très bien. Parce que quand mon cerveau se met en marche, il va dans la direction des angoisses. Alors que quand je réfléchis pas, je vais dans la créativité, quoi, tu vois. Pourquoi il va vers l'angoisse? Parce que je pense que c'est la biochimie de mon cerveau, tu vois. J'ai tendance à, ce qui en même temps fait un peu, je pense, ce qui alimente aussi ma créativité, mais je vois toujours le pire. Parce que c'est comme ça que j'ai grandi, avec des parents qui ont vu le pire, parce que c'est aussi un peu culturel, où on envisage toujours le pire. Et donc, je pense que quand tu grandis là-dedans, en tant qu'enfant, t'es baigné dans un truc un peu difficile, quoi, tu vois, dans une eau un peu, nucléaire. Et du coup, je reçois 10 € à chaque fois que je dis des mots en fonction de l'Iran. Et du coup, donc j'ai beaucoup d'angoisse dans la vie. Et les gens je détecte très vite qui ne me connaît pas beaucoup. Parce que les gens qui ne me connaissent pas beaucoup me disent souvent t'es pump it up, t'es good vibes, t'es happy, t'es tout ça. Et les gens qui me connaissent très bien savent que je suis très angoissée. Et justement, j'ai 1 milliard de doutes et je me pose des questions sur tout. Et mon cerveau n'arrête pas, en fait. Tu vois, c'est une tornade, quoi. Et comment tu fais pour que ça s'arrête quand t'es sur scène? Ça bloque ce truc d'angoisse ou? Non. En fait, moi, j'ai un truc très pratique qui est... En fait, je me suis demandé pourquoi je fais ce métier. Et au début, quand tu commences, tu sais pas. Et avec le temps, je me suis rendu compte que même si je le voulais pas, je suis devenue, malgré moi, le porte-parole d'un certain profil. Et dans mon cas, c'est des profils de femmes iraniennes homosexuelles. Pas seulement iraniennes, mais ça peut être de plein d'origines. Et donc, avec le temps, je me suis rendu compte que je porte la voix de certaines femmes, en fait, ou de certaines personnes. Et ça m'est tombé dessus. Et aujourd'hui, j'ai fait la paix avec ce rôle. Et en même temps, c'est quelque chose qui me nourrit parce que quand je monte sur scène, je ne le fais plus que pour moi. Tu vois, je le fais pour toutes les personnes qui n'ont pas le droit de s'exprimer. Et donc, je pense... Clairement, ça touche mon âme parce que je tousse tellement. Mais du coup, avant de monter sur scène, je pense souvent à celles qui ne peuvent pas monter sur scène ou celles qui ne peuvent pas s'exprimer. Et donc, pour moi, ça m'enlève presque le droit d'être stressée parce que je me rends compte du privilège que j'ai, tu vois.
Et donc, avant de monter sur scène, je me sens accompagnée de toutes les femmes iraniennes en Iran. Tu ressens ça? Ah ouais. En tout cas, je m'entoure d'elles. Tu vois, je m'entoure d'elles et je me dis, si en tant que femme iranienne en Iran, tu oses, je sais pas moi, tu vas sortir sans te tenir aux restrictions vestimentaires et tu risques ta vie et en même temps tu fais ça pour essayer de créer un environnement plus paisible pour tes consoeurs. C'est grandiose. Et donc, pourquoi est-ce que moi, dans une salle où il y a de la sécurité, où je risque rien de grave, à part peut-être une lampe qui va péter dans ma figure, tu vois, ou un spot, ou un micro qui peut-être m'électrocute, j'ai pas de gros risques. Donc, j'ai pas le droit, en fait, de stresser. Et donc, je monte sur scène avec, dans ma tête, toutes ces femmes autour de moi. Et ça, tu l'avais pas anticipé quand t'as commencé à faire de la scène? C'est seulement après. Et comment tu t'en es rendu compte? En fait, il y a un souvenir qui m'a toujours marqué, c'est assez récent finalement, c'est quand on a été à Avignon avec plusieurs humoristes. Donc c'était 2022? Ouais, 2022. Et j'ai joué mon spectacle et à Avignon, c'est toujours quand même des conditions assez compliquées. Enfin, c'est une aventure. Et je joue mon spectacle et à la sortie, il y a un humoriste qui vient me dire, Dena, il y a une fille qui veut te parler. Et je dis oui, et donc je vais la retrouver et je vois une jeune fille iranienne qui tremble et qui pleure et qui avait arraché mon poster du mur et sa meuf était là et sa meuf parlait à la place d'elle et elle disait ouais ma copine est iranienne, elle est lesbienne, elle est comme toi et elle est très fan et elle arrive même pas à te parler et elle pleurait et donc elle me parlait en iranien en disant t'es comme moi et tu dis des trucs que je pourrais dire et t'as de la chance parce que moi mes parents ils m'acceptent pas et en même temps tu me donnes envie de faire mon coming out et on a commencé à pleurer toutes les deux et j'étais la merde, enfin what, tu vois, j'ai pas fait du stand-up pour ça et en même temps je fais du stand-up pour ça quoi, tu vois, ou des gens, j'ai eu quand même pas mal de gens qui sont venus me voir en me disant j'ai ramené mes parents à ton spectacle et j'ai fait mon coming out après, tu vois, et j'étais là bordel, et puis t'as baisé leur fille. Non, et du coup, je me suis dit, shit, en fait, mon rôle est devenu plus grand que moi, tu vois, je porte une voix, en tout cas, qui est au-delà de juste la mienne sur scène, quoi, tu vois. Donc, c'est là où je me suis rendu compte de l'importance de ce que je fais. Ou par exemple, quand j'avais été jouer à la Mutinerie, qui est un bar lesbien à Paris, ou une des premières fois où je suis rentrée, j'ai poussé la porte et j'ai eu une horde de personnes qui m'ont couru dessus en me disant oh, enfin quelqu'un qui fait du stand-up pour nous, on a adoré ta vidéo de Montreux. Et j'étais là, oh my god, enfin, ok, tu vois, c'est chargé, merde. Ce métier n'est plus que pour moi, quoi. Tu vois, ça représente vraiment toute une partie des gens qui se sentent peut-être moins représentés, alors que c'était pas du tout mon but de raconter autre chose que juste mon histoire personnelle, quoi, tu vois. Parce que quand j'ai écrit mon spectacle, je me suis beaucoup inspirée de Marjane Satrapi, qui est une des seules représentations iraniennes, j'ai envie de dire, en Europe. Enfin, c'est Fun Home? Non, Marjane Satrapi, c'est Persepolis. Ah oui. Et plein d'autres livres, plein d'autres graphic novels. Et elle-même, elle cite Tolstoï, mais moi je l'ai entendu à travers Marjane Satrapi qui disait si tu veux parler au monde, parle de ton village. Et donc je me suis dit, en fait, si je veux avoir un message universel, il suffit que je parle vraiment de trucs hyper personnels, tu vois. Ce que je fais dans mon spectacle, parce que finalement, être lesbienne iranienne, j'en connais très peu, tu vois. Et donc je me retrouve un peu comme un alien, souvent plutôt comme un alien devant un public qui ne se reconnaît pas dans ce profil. Et je sais pas, finalement il y a un truc vraiment universel parce que je parle finalement de liberté, quoi, tu vois. C'est lourd des fois? Ouais, c'est lourd et en même temps ça allège, tu vois, c'est un double poids comme ça. Et je pense que c'est comme, tu vois, pardon, j'ai des rêves un peu bizarres, mais il y a un dessin dans Kid Paddle. Waouh. Ok. Je cite Tolstoï, mais aussi Kid Paddle, où t'as un chat et puis au-dessus ils mettent une tartine de confiture. Oui. Et genre si tu le laisses tomber, le chat il flotte parce que la tartine de confiture tombe toujours sur la face confiture et le chat tombe toujours sur ses pattes. Et donc moi j'ai ça un peu, tu vois. Donc c'est lourd, mais c'est une lourdeur comme ça qui se tient en l'air, tu vois. Il y a un sens des métaphores assez fabuleux. Quand t'as fait Montreux, ça je ne le savais pas, je l'ai lu ou je l'ai entendu, je ne sais plus, dans une interview. Vu que
ton montreux s'appelle lesbienne iranienne, ça veut dire que tu ne peux plus retourner en Iran parce que là-bas l'homosexualité est interdite et donc tu devais choisir entre deux pans de ta personnalité et donc maintenant tu peux plus aller en Iran parce que tu as décidé de parler d'homosexualité. Comment, déjà, quand est-ce que tu t'es rendu compte que t'allais devoir choisir et comment ça a fait quoi dans ta tête? Oh, c'était tellement dur. C'était hyper dur parce que je me suis dit c'est ma première vidéo de montreux, j'ai envie de faire un truc bien. Comment faire un truc bien? C'est en me donnant un rôle en fait, c'est en me donnant une utilité à ma vidéo et pas juste je vais faire rire les gens. Je me suis dit quitte à faire rire les gens en y ajoutant un message ou de dire quelque chose. Comme ça, même si au cas où mon humour ne prend pas, les gens ils auront juste entendu ce que j'ai à dire. Et je me suis dit ok, qu'est-ce que je peux dire qui n'est pas beaucoup dit ou pas beaucoup entendu? C'est que les lesbiennes iraniennes ça existe parce que l'Iran est un pays qui tue les homosexuels. Et donc, je me suis dit, je vais me présenter, je vais faire une vidéo où je me présente, mais je suis une lesbienne iranienne. Et j'ai réfléchi au titre que je pourrais donner à ce truc et je me suis dit, lesbienne iranienne. En fait, je vais le mettre dans le titre, comme ça, si jamais quelqu'un regarde pas la vidéo, elle aura déjà lu le titre et ce sera écrit lesbienne iranienne dans les vidéos de Montreux. Et il y aura cette trace qu'on existe, ne serait-ce que dans le stand-up. Mais je me suis rendu compte que, oh merde, vu que ça va être en ligne, je peux plus aller en Iran. Parce que quand tu vas en Iran, d'habitude, ils font quand même un screen search où ils regardent un peu qui tu es, surtout pour voir si t'es quelqu'un qui critique le régime ou quoi. Moi, je critique personne, en tout cas de manière explicite dans mon spectacle. Mais il suffit qu'ils voient le titre de la vidéo que c'est mort, parce que tu peux pas être lesbienne. Et donc, j'ai dû vraiment me poser et choisir et me dire, est-ce que je choisis de faire une vidéo que j'appelle autrement ou je joue autre chose carrément, en ayant l'option d'aller en Iran encore toute ma vie, ou est-ce que je décide de prôner la liberté, ça se dit, hein? Oui. En essayant d'amener un truc, en essayant de faire quelque chose pour l'humanité, en gros. Mais le prix, c'est que je peux plus jamais aller en Iran. Et ça, c'était un putain de deuil. C'était un putain de deuil parce que je peux plus retourner dans mon pays, en tout cas pas dans mon pays sous le régime actuel. Et j'ai choisi de faire la vidéo qui s'appelle Lesbienne iranienne et de plus jamais retourner en Iran. Alors que t'as encore toute une partie de ta famille là-bas. Ouais, il y a plein de gens et puis mon pays me manque quand même, tu vois. Il y a un truc où quand j'étais en Iran, parce que j'ai pas été beaucoup, mais quand j'ai été là-bas, j'ai compris ce que c'est de se sentir chez soi. Tu vois? Et j'avais pas compris que je me sentais peut-être pas forcément chez moi tant que j'avais pas été en Iran. Tu vois? Parce que je me suis retrouvée dans le métro à Téhéran et il y a eu mon âme s'est tue en fait. Parce que j'ai regardé autour de moi et je me suis rendu compte que oh merde, tout le monde me ressemble. Tu vois? Tout le monde a ma tête, quoi. Tout le monde a ma taille, déjà. Ils ressemblent tous à Coluche. Parce que moi, je suis petite en Belgique, mais en fait, je suis pas petite en Iran. Et donc, tout le monde a il y a des grands, mais la majorité fait quand même dans les 1m60. Et donc, visuellement, tout, c'était ma tête, mon nez, mes yeux, mes mots, ma langue. Et il y a eu un truc où j'étais profondément touchée. Et en même temps profondément perturbée. Parce que je me suis que rendu compte à ce moment-là de ma différence ici en Belgique. Où je me suis dit, oh, c'est ça de se sentir, je sais pas, dans un truc cohérent, quoi, tu vois. Même si je me sens très bien à Bruxelles. Oh my god, mais ça m'a tellement troublée. Et donc ça veut dire que cette sensation-là, je peux pas aller la rechercher en allant en Iran quand je veux, quoi, tu vois. Et c'est un truc qui me manque tellement fort dans ma vie, c'est d'avoir comme ça une communauté iranienne autour de moi où on peut, ne serait-ce que le temps d'une soirée, être entre Iraniens et rigoler ou mettre de la musique ou tu vois. Et donc ça crée un putain de vide. Mais en même temps, je sais pas, je suis fière de moi d'avoir quand même choisi de laisser une trace de lesbienne iranienne ou juste de ces deux mots l'un après l'autre parce que les gens me disaient mais c'est un peu réducteur, c'est un peu clickbait, mais en fait peut-être il y a plein de gens qui sont en mode on s'en fout de ton orientation, nanana, toujours des hétéros.
Souvent, qui disent bien sûr, ouais. Parce qu'ils n'ont pas regardé la vidéo, ils se rendent pas compte de la symbolique. Et puis ils se rendent pas compte de ce que c'est d'être une lesbienne iranienne finalement. Et j'ai envie de dire, si tu t'en fous, tant mieux en fait, tant mieux. Mais il y en a plein qui s'en foutent pas, tu vois. Et soutiens-moi alors pour essayer de calmer ceux qui ne supportent pas ces deux mots. Et ouais, donc voilà. Mais c'était très dur et je sais pas. Des fois, je me dis, enfin, le truc c'est que je peux pas aller en Iran et voir si ça passe ou pas. Parce que si la réponse c'est ça passe pas, ben au revoir, hein. Tu vois? Donc ouais. Est-ce que des fois, tu sens un décalage entre la puissance du message et le fait qu'on fait des blagues? Et non. donc, non? Non. Parce que moi, je trouve que c'est plus difficile de défendre des choses quand on fait que des blagues et tu dis, ouais, tu vois, on essaie de défendre des valeurs, des messages et tout, puis tout ce que les gens ils retiennent, c'est les blagues les plus nulles qu'on fait en vrai. C'est des blagues de tub. C'est mes onomatopées. Oui, c'est quand tu fais le clown, c'est quand tu fais... Bah non, en fait. Parce que pour moi, faire rire, c'est être face à des gens qui sont pas dans la défensive. Et en fait, quand je parle à des gens qui ne sont pas dans la défensive, le message rentre beaucoup plus facilement. Donc non, tu vois. Parce que, déjà, dans mon spectacle, j'utilise pas des mots clickbait comme racisme ou sexisme. Tu vois, je dis jamais ce mot-là. J'explique juste ce que j'ai vécu. Ce qui, bien évidemment, est sur un terrain de racisme, mais il y a jamais le mot racisme. Et je trouve que... Mais tu parles d'histoire, pas de combat. Non, c'est ça. C'est juste une histoire de ce que j'ai vécu. Et en fait, les gens sont très ouverts à l'entendre. Et en plus, ils rigolent. Donc, j'ai l'impression qu'ils se rendent même pas compte qu'ils sont en train d'écouter un truc qui parle de racisme. Parce qu'il n'y a pas le mot racisme, donc ils se ferment pas en disant « Oh, mais pourquoi ?» Donc, il y a une ouverture et j'ai déjà eu plein de gens qui ont du coup pas du tout mon profil. Par exemple, je pense à un vieux monsieur blanc, flamand, qui vote extrême droite, qui vient me dire « Bah, en fait, c'était vraiment cool. » Tu vois? Et j'étais là « Ok, that's really cool. » Parce que je fasse rire quelqu'un qui est proche de mon profil, c'est bien, mais de réussir à faire rire quelqu'un qui, de base, me détesterait, ça, c'est vraiment, ok, là, j'ai construit un pont, quoi, tu vois. Et je me dis peut-être qu'il votera pas extrême droite, ou je sais pas, enfin, je pense pas, hein, mais au moins, il aura un peu une vision... T'as mis le pied dans la porte, quoi. Ouais, tu vois, c'est exactement ça. Et moi, j'aime bien être un peu peace and love, et j'aime bien être un peu pacifiste, même si je pense que c'est pas toujours assez fort, parce que bon, tu peux être pacifiste, mais pas faire bouger les choses, mais je sais pas, je me dis ça, tu vois... Ça adoucit un peu comme ça. Comment on fait pour transformer la colère qu'on a vis-à-vis de quelque chose dans le régime et tout ça en un comportement peace, et justement de vouloir créer des ponts plutôt que de vouloir faire la guerre, quoi. Mais en tout cas, par rapport au régime iranien, j'arrive pas encore. Mais ce que j'arrive à faire et ce que je travaille beaucoup, c'est d'aller chercher, mais c'est très dur. En fait, c'est ce que j'écris d'ailleurs dans mes nouveaux trucs, c'est que je vais essayer de trouver la tolérance là où je la trouve. Par rapport à quelqu'un qui va me faire un commentaire très raciste, je vais essayer de prendre du recul et me dire, ok, pourquoi cette personne a besoin de dire « retourne dans ton pays », tu vois. Et maintenant, j'essaie d'en faire des sketchs sur scène où je dis, ok, cette personne se sent un peu menacée parce que dans son village flamand où il vivait, il y avait très peu de gens qui ont une autre couleur de peau que lui, de la couleur de peau salami justement. Et du coup, salami, oui, c'est rose, tu vois, ils sont tous roses en Flandre. Ah oui. Et oui, c'était un peu. Et du coup, il se retrouve face à des images et des visages et des traits qu'il ne connaît pas. Donc, au lieu de se dire ah ça peut être intéressant, il peut y avoir des échanges, il se sent menacé parce que peut-être qu'en tant qu'enfant il a jamais été rassuré et donc face à un truc inconnu il se braque, et pour se braquer il va dans des récits racistes parce que pour lui ça devient son bouclier et ça ferme une porte. Et donc je me dis tout ça au lieu de me fâcher sur lui et de dire mais quel con, pourquoi il dit un truc. Tu dois mettre du temps à répondre, hein. Mais d'habitude en fait je réponds pas parce que ces gens-là pour moi réagissent par rapport à leur trauma, tu vois. Et donc quelqu'un qui dit des choses méchantes, c'est parce qu'il est blessé, tu vois. C'est cette fameuse phrase hurt people. Des gens blessés vont blesser des gens, tu vois. Donc j'essaie de prendre du recul et de me dire chacun agit selon ses traumas, et des personnes qui sont sexistes ou racistes, ils agissent selon leur trauma. Peut-être qu'ils ont un trauma avec leur père, peut-être que, je sais pas, leur mère, je sais pas, tu vois. Et donc, ça m'aide à être moins fâchée, en fait. Parce que je ne supporte pas d'être fâchée. Je pourrais pas faire ce métier si j'étais fâchée, tu vois. Ah ouais, tu penses? Je pense, ouais. En fait, c'est en plusieurs étapes. Donc, je vis un truc qui me rend triste.
la tristesse m'énerve, ça me fâche. Et puis cette colère, après un certain temps, je la transforme en tolérance, ou en tout cas en quelque chose qui va m'éclaircir, tu vois, en quelque chose de plus lumineux, quelque chose qui va essayer de contextualiser ce que je vis. Et ensuite, ça va se traduire en blague, en fait, tu vois. Donc j'ai quand même un petit temps entre vivre un trauma et en faire une blague, tu vois. Je peux pas le faire trop tôt parce que sinon les gens sur scène sentent que c'est trop frais, quoi, tu vois. Ah ouais, ça, il y en a beaucoup qui font leur thérapie directement. Ouais, c'est ça. Mais moi, je le déconstruis en thérapie. Et une fois que c'est déconstruit en thérapie, à ce moment-là seulement, je viens sur scène parce que c'est pas le rôle, pour moi, c'est pas au public de venir faire ma thérapie. Le public, il doit voir ce que j'ai déconstruit en thérapie. Tu vois, en fait, je devrais donner 10% à mon psy, tu vois. Il devrait avoir des droits d'auteur. Mais ouais. Non, je trouve que c'est plus agréable. Je pense que le public se sent plus détendu de venir voir quelqu'un qui est elle-même détendue ou qui a déconstruit, ses peurs ou ses blessures, quoi, tu vois. Et justement là dans le prochain spectacle, parce que le premier il a pris beaucoup de temps dans le sens où c'est juste comme un peu tous les premiers spectacles, quand on sait pas ce qu'on fait, on écrit exact, puis il se trouve que ça fait 1 heure. Et là le deuxième, il y a une finalité, il y a un objectif d'écrire un spectacle vraiment. Oui, ouais, de ouf. Oui. Je suis soutenue par une fille qui s'appelle Fanny Ruet, qui est cool, qui m'a dit, tu voudrais pas commencer à écrire du neuf? Et je me suis dit, bon, tu gères mon agenda mieux que moi, donc oui. Non, mais c'est vrai, parce que parce que j'ai besoin un peu d'un coup de pied au cul parfois, et parce que sinon, moi, je reste confo comme ça, à juste être dans mon confort, quoi, tu vois. Et donc, j'aime bien recevoir un peu d'inconfort de gens bienveillants. Et donc, en fait, je me rends compte que je sais très bien ce que je vais dire dans le deuxième, et mon inconscient fait très bien les choses. Tu vois, il y avait une interview comme ça de Jenji Cohen, qui a entre autres écrit Orange is the New Black. Je suis obligée de mettre des références de lesbiennes aussi. Hein. Ouais, sinon on meurt en fait. Sinon je m'auto-détruis. La grande puissance gay, la puissance du ciseau. Où j'avais écouté, j'écoute pas beaucoup de podcasts, mais super hein, de dire ça pendant que j'enregistre un podcast. Et où elle disait que, en fait, elle s'est rendue compte avec le temps que les périodes creux où elle avait l'impression de pas être créative, finalement c'était la période où son inconscient faisait le gros du taf, et qu'en fait une fois qu'elle passait à l'action, c'était parce que son inconscient avait fait tout le travail d'avant, quoi, tu vois. Et en fait je sais pas si c'est une excuse de flemmarde, mais en tout cas maintenant quand je fais rien, je me dis c'est pas grave, c'est mon inconscient qui est en train de bosser, mais oui, tu vois. Et du coup, je me rends compte que, maintenant, j'ai déjà 45 minutes, même si elle. Ah, what? Ouais, je sais. Ah, la puissance. J'ai déjà 45 minutes et après, c'est 45 minutes que je vais encore bosser longtemps, tu vois. Mais c'est 45 minutes qui marchent très bien, et ce qui me rend très très heureuse, c'est que, en tout cas, la toute première fois que j'ai essayé, pas les 45 mais les 20, il y avait pas encore les punchlines, mais les gens sont sortis en me disant, mais c'était super intéressant. Et j'étais là, oh shit. Ça, c'est presque un meilleur compliment pour moi que d'avoir quelqu'un qui me dit c'était super drôle. Je préfère qu'on me dise que c'était intéressant, quoi. Mais c'est plus facile de rendre quelque chose drôle qu'intéressant. Exactement. Donc j'étais là, oh shit, alors c'est que je suis assise sur un truc qui peut être vraiment cool, tu vois. Et c'est quoi son nom? On l'embrasse. Oh mon Dieu. Ah là là. Bref, je ne sais même plus ce que je disais parce que je pense à qui je pense à sur qui je suis assise. Ouais, je rigole fort, hein, tu vas devoir diminuer les trucs. T'inquiète. Ouais, et donc je me suis dit shit, ok, je suis sur un chouette truc, et puis j'ai un peu demandé à des gens qui ont mon profil, c'est-à-dire issus d'eux. issus de l'immigration ou LGBT, sans trop dévoiler ce que j'ai envie de dire, et tout de suite ça a connecté. Tout de suite les gens m'ont dit ah ouais. Et là je me suis dit ok, tu vois, c'est une pile dans ma lampe de poche de doute, tu vois. C'est une pile en plus dans cette lampe de poche. Donc le doute devient une pile, et puis on la met dans... Heureusement que les lesbiennes ont toujours plein de piles. Moi j'ai ma petite trousse, hein. J'ai un tournevis. Mais là, du coup,
sans en dire trop, le spectacle, il va parler de quoi? Parce que c'est compliqué, je trouve, parce que dans le premier spectacle, on met toujours un peu toutes nos tripes, notre histoire, notre enfance, nanana. Puis quand t'arrives au deuxième, tu fais, ouh, merde, j'ai tout dit. Et il y a pas des choses qui ont macéré pendant des années, quoi. Mais en fait, je pense que pour moi, si, parce que dans le premier, comme un peu tous les premiers spectacles, c'est une présentation de qui je suis. Mais finalement, c'est une présentation de qui je suis d'il y a quelques années, tu vois. Donc dans la vibe, dans l'ambiance, c'est déjà, je me reconnais moi un peu d'avant, tu vois. Et pendant ces années où j'ai joué le spectacle, le premier spectacle, en fait, ces nouveaux sketchs, ils ont commencé à macérer, tu vois. Ça a l'air dégueulasse comme ça. Hein. Non, mais moi je trouve qu'il y a un truc un peu sale, mais qui représente très fort le stand-up. Moi, je vois des tous les cornichons. Tu vois, un cornichon comme ça. Je préfère ta version. Tu sais, en Iran, on mange très acide, hein, donc cornichons, tout ça, citron, c'est notre truc. Et qu'est-ce que j'allais dire Ça a macéré pendant plusieurs années. Ouais, et donc maintenant que je suis en train de l'écrire, c'est finalement pas si frais, tu vois. C'est une recette que personne ne souhaite manger. Non, mais cornichons, quoi, tu vois. Donc, bon, après, je sais pas, j'ai pas cette connaissance sur les cornichons, mais ce sera le titre. T'imagines le spectacle qui s'appelle Cornichon, le truc trop nul, quoi. Spectacle de beauf. Et ce serait moi tu vois, dans Rick et Morty, il y a Pickle Rick. Ouais. Non, ça va pas être ça. Et comment tu vois la construction du groupe? Parce que l'écriture, la phase d'écriture, elle est très... Alors déjà, toi, t'as une façon d'écrire qui me stresse de ouf. C'est vrai que c'est l'opposé de toi. Dans le sens où tu n'écris pas. Non. Tu n'écris pas, juste t'as des idées, tu mets 3 mots-clés, tu montes sur scène, ça dure 45 minutes. Exactement. Mais vraiment, hein. Et là, à nouveau, hein, mots-clés, 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 mots-clés. Et en fait, j'ai besoin de mettre des mots-clés et pas plus, parce que sinon, je suis pas dans le vécu. Sinon, je récite. Et moi, j'ai besoin de vivre avec mes tripes ce que je dis sur scène, même si c'est la 56e fois que je le joue. Et si tu sais très bien, je sais pas taper mon spectacle n'existe pas. Enfin, il y a rien. Si un jour j'ai Alzheimer, j'ai rien, quoi, tu vois. T'inquiète, je me rappelle de tout. Oui, heureusement, mais c'est vrai en plus, tu vois. Et donc, en fait, c'est ça, c'est que j'ai besoin d'avoir très peu d'infos pour pouvoir le raconter, tu vois. Et donc, je monte sur scène avec une idée, quoi. Je monte sur scène avec une idée et je la revis sur scène. Ce qui fait que c'est comme si ma mémoire est ancrée dans le mouvement et dans l'audition. Donc c'est pour ça que j'ai pas besoin d'écrire. Et surtout, j'ai la flemme ultime de le taper à l'ordi. Et je pense que de le taper à l'ordi, c'est comme si ça le rend vrai. Et puis je vais voir tous les défauts et j'ai pas envie, tu vois. Parce que quand t'es dans le vécu, quand tu racontes un truc, c'est comme si t'es en soirée et quelqu'un te raconte un truc. C'est pas grave s'il te raconte 2 détails en trop ou si un truc n'était pas drôle. Enfin, tu vois, il y a un truc, c'est hyper vivant. Et les gens me disent souvent, quand on vient voir ton spectacle, on a l'impression qu'on est chez toi et que tu nous racontes un truc. Et c'est ça que je veux, tu vois. Je veux vraiment que les gens ils aient l'impression que c'est ultra live et que c'est écrit et c'est presque pensé sur place. Et je le vends comme ça parce que pour moi c'est à chaque fois pendant que je joue, je suis là, je disais quoi encore parce que tu vois ça s'ancre jamais profondément dans mon cerveau et donc c'est dans le, en fait je pense que mon cerveau il est dans mes tripes en fait, tu vois, et donc j'ai besoin de le vivre parce que enfin toi t'es là, tu me vois mais j'arrête pas de pointer vers mon ventre, quoi, tu vois. Donc donc je n'écris pas, je monte sur scène avec c'est presque même pas des idées parfois, mais c'est presque juste une vibe en fait, tu vois. C'est un truc en mode il y a eu ça et tu vois, je sais pas, c'est un truc dans mon corps et vu que je fais du stand-up quand même avec pas mal de mouvements physiques, en fait c'est quand j'ai commencé le stand-up, je bougeais pas tant que ça et je sais pas, sur un délire, à un moment, je me suis mise un peu à faire le clown sur scène et en fait, dès qu'il y avait le mouvement physique qui s'accompagnait de mes mots, je sais pas, le public il était en délire et c'est comme si j'ai débloqué, enfin je me suis dit tiens, c'est bizarre, il y a je sais pas, j'avais l'impression d'avoir débloqué un truc. Et puis je me suis dit mais en fait il faudrait que je bouge dès le début du spectacle. Et dès que j'ai commencé à matcher le texte avec mon corps qui est plus détendu et qui se lâche, boum, c'était la recette ultime, quoi, tu vois. Mais je sais plus pourquoi je dis ça. Oui, et du coup maintenant c'est ça, quoi, je monte sur scène en sachant que je peux utiliser mon corps. Et j'ai mes idées et tu vois, je sais pas, il y a un truc où surtout maintenant à Bruxelles en tout cas, les gens me connaissent un peu et je sens que quand je monte sur scène, je sens que les gens, en tout cas une partie, m'aiment déjà. Tu vois, donc je monte sur un terrain un peu doux,
Tu vois, c'est pas genre, ok, vas-y, fais-nous rire, dis-nous qui tu es. Donc, il y a un truc un peu, c'est un privilège, quoi, tu vois, où je suis dans de l'eau chaude comme ça et je peux faire ce que je veux et c'est cool et, tu vois. Et je me sens à l'aise aussi. Je me rends compte quand même, enfin, maintenant, avec ce deuxième que je suis en train d'écrire, je me rends vraiment compte de tout ce que j'ai appris jusque maintenant, quoi. Tu vois, que mon test d'aujourd'hui n'est plus le test de quelqu'un qui n'a jamais fait de stand-up. Donc, il y a pas longtemps que j'ai écrit, enfin que c'est vraiment il y a quelques jours que ces 45 minutes ont été pondues. Mais je sais pas, il y avait un truc un peu plus, enfin je sais pas, j'avais peur parce que ça faisait longtemps que j'avais pas écrit de texte. Mais dès que j'ai ouvert la bouche et dès que j'ai eu mon premier rire, j'étais là, mais non, mais ça va en fait, tu vois, parce que je sais que ça va finir par être drôle même là où c'est pas drôle. Je trouve que c'est dur de se rappeler qu'on l'a déjà fait. Exactement. Et moi, j'arrête pas de me dire, Exactement. putain, imagine, le premier spectacle, en fait, c'était un coup de chance. Et là... C'est tellement une phrase Fanny Ruest que tu viens de dire. Mais c'est non, trop mais ça. Moi, là, je suis en mode, ça se trouve, ça n'a rien à voir. Enfin, je trouve ça très chelou. Non, je pense pas. Je pense que c'est, à nouveau, enfin, moi, je suis beaucoup dans la mémoire kinétique, donc dans la mémoire dans le mouvement. Parce que, par exemple, quand j'étais étudiante, j'arrivais pas à étudier sans marcher. Et donc, j'étais obligée de faire les 100 pas en récitant à voix haute pour pouvoir apprendre mon texte, ce qui finalement est ce que je fais aujourd'hui, quoi, tu vois. Mais bon, t'as raté médecine. Donc, je suis pas sûre que ça marche. Mais donc, je pense que your body remembers, tu vois. Là, tu viens de faire une résidence au Théâtre de la Toison d'Or à Bruxelles. T'as joué pendant 3-4 semaines. 5 semaines, putain. 5 semaines, quasiment tous les soirs. Ce qui est très rare à Bruxelles, en stand-up, à part le TTO, ça ne se fait nulle part. Donc c'était nouveau. Ça fait quoi de jouer de manière aussi intense, déjà? L'année passée, j'avais fait 3 semaines et c'était déjà hyper long, éprouvant, dur et en même temps tellement gratifying et c'est une chance inouïe parce que je sais pas, si on repart sur la macération, t'es dans le laboratoire, quoi, tu vois, donc tu peux expérimenter, y a un truc comme ça où, le texte, il rentre vraiment de plus en plus dans ma peau, dans mes os, et donc, je le vends de mieux en mieux, et je le vis de plus en plus, alors que ça pourrait avoir l'effet inverse, parce que tu te dis, bon, tu le joues 3 semaines, est-ce que t'en as pas marre? Mais non, justement, il y a un truc où, je sais pas pourquoi j'avais tellement confiance en moi, mais avant même les 3 semaines, j'étais là, je suis sûre que ça va bien marcher, et ça a méga bien marché, et ça a méga bien matché, et en fait, ces 3 semaines-là étaient un peu, innovant pour moi parce que c'était, hormis la fois où à Avignon, j'ai eu cette fille qui est venue me voir en pleurant, ça, c'était une fois. Mais en fait, la première fois l'année passée au TTO, après chaque date, j'étais sûre que les gens, à la fin du spectacle, allaient me faire des compliments. Mais ce pour lequel je n'étais pas prête du tout, c'était les émotions et les pleurs. Je me suis retrouvée face à des dizaines de personnes qui pleuraient. Parce que mon spectacle est émouvant, et donc les gens finissent souvent par pleurer. Mais qui soient encore en train de pleurer après ma sortie des loges, vraiment en train de pleurer, quoi, profondément, parce que ils s'étaient reconnus dans le profil de réfugiés de mes parents, parce que c'était des enfants de réfugiés, parce que c'était des personnes homosexuelles, parce que c'était des personnes homosexuelles cachées, enfin, tu vois, et en fait, j'accueillais les compliments, mais j'étais pas du tout prête mentalement à accueillir, en fait, plus que des compliments. Là, j'étais obligée d'accueillir l'émotion des gens, parce que je sais pas si, tu vois, on est stand-upper, donc nous, on se remet quand même beaucoup en question, on réfléchit à plein de choses, et mon histoire, ma fin dans mon spectacle, c'est ma fin, parce que c'est ce qui me trouble et ce qui me touche le plus dans ma vie, tu vois, c'est la rencontre de mes parents, et comment le fait d'être un réfugié a fait que comment le fait que mes parents ont fui pour être libres a fait que j'existe aujourd'hui. Et donc, je pense que les gens, même si c'est pas des réfugiés, il y a un truc comme ça qui, je sais pas, ça touche les gens à un endroit que je ne comprends pas, parce que ça lâche une émotion. Enfin, le nombre de gens qui m'ont fait des câlins en pleurs, je ne savais pas que ça allait arriver. Et donc, en fait, après les 3 semaines, j'étais vide. J'étais drainée, j'étais vide, mais c'était beau, mais j'étais vide parce que j'avais non seulement fait rire, mais j'avais dû recevoir pas la tristesse, mais en tout cas l'émotion très, très intense des gens, tu vois.
Et j'ai dû en parler avec mon psy parce que j'étais là, mais je sais pas quoi faire de ces émotions que j'ai reçues, tu vois. Je me suis comparée à Marina Abramovic, super, hein, un peu mégalo parfois, mais cette femme qui avait fait, enfin c'était quelqu'un que j'avais étudié quand j'étais dans mes cours d'art, où c'était une femme qui avait fait une performance qui s'appelait The Artist is Present, où elle était juste assise à une table et le temps de 1 minute, tout le monde venait s'asseoir devant elle et puis il partait. Et en fait, elle disait dans le documentaire que, en fait, pendant cette minute-là, elle recevait tellement d'émotions que c'était, je sais pas, c'est hyper lourd. Et donc, j'ai réussi à faire de la place pour les émotions des gens. Donc, je savais très bien que pour les 5 semaines, ça allait être la même chose. Mais vu que je l'avais vécu une première fois, en fait, je laissais couler, les émotions des gens, parce qu'ils étaient tous là à nouveau. Je laissais couler les émotions des gens beaucoup plus facilement qu'à la première fois. Et donc là, c'était, tu vois, je parlais d'éponge tout à l'heure. Cette éponge-là absorbait, mais se vidait aussi, pour pas garder la tristesse des autres, en fait, ou les émotions des autres en moi, quoi, tu vois. Mais c'était très beau parce que du coup, pardon, je parle dans d'autres métaphores, mais finalement, cette éponge qui se remplit, qui se vide, c'est comme un cœur qui se, tu vois, qui est en train de pulsate. Pomper, quoi, tu vois. Je crois. Oui, je crois. Battre, ouais. Tout simplement. Et donc, c'est très beau parce que du coup, c'est extrêmement vivant. Et je pense que c'est ça, tu vois, je suis en train de donner des giga compliments à mon propre spectacle, hein, mais il y a ce côté ultra live où les gens sentent que je suis pas en train de réciter, moi je suis en train de vraiment raconter avec mes tripes dans le moment présent avec chacun d'eux. Il y a les rires et puis il y a les émotions et donc it's pulsating, tu vois, c'est vraiment, tu sens le truc qui est vraiment en train de battre fort, quoi, tu vois. Et donc ouais, c'était, mais pour moi le stand-up en général c'est plus que les blagues, tu vois. Pour moi, le stand-up n'a jamais été une question de blague. Pour moi, ça a toujours été de l'émotion. Et j'aime toujours dire que je fais pas du stand-up, mais je fais du stand-up émotion. Parce que je relie tellement tout à mes émotions et j'aime tellement mettre de l'émotion dans mon spectacle que c'est du stand-up, mais c'est du stand-up émotion, quoi, tu vois. On dirait un slogan RTL TVI. J'avoue. On peut parler du fait que juste avant les 5 semaines... ouais, vas-y. Avant d'enchaîner ta session de 5 semaines au TTO, t'étais pas très bien. Mm-hmm. Mais t'as dû aller faire 5 semaines de blagues, rigoler, parler de choses, de relations et tout qui s'étaient terminées 3 jours avant. Comment on fait déjà pour faire rire des gens quand on a envie de crever à l'intérieur? Et comment on fait pour donner la même intensité sur scène? Je pense que j'ai vraiment vécu une des périodes les plus dures de ma vie. C'est dans le top 3 en tout cas. Allez. Et là ouais, je me suis faite larguer quelques jours avant. Et donc j'avais vraiment envie de mourir. Mais contractuellement, je ne pouvais pas. C'est vrai que les contrats sont très durs. C'est dur. On rigole pas avec ça. Et du coup, c'était horrible. Tu étais là lors de la première. J'avais l'impression de m'évanouir, quoi, en loge. Et même si c'est pas ce que vous avez fait, mais toi et John, notre manager, j'avais l'impression que vous me portiez presque physiquement, même si c'était pas le cas, mais il y avait un support émotionnel intense. Et puis ma mère était dans la salle aussi, et vu que c'est le personnage principal de mon spectacle, et c'est une femme très puissante, je sentais son soutien. Et donc, je pense que j'étais dans un état second, hein, parce que l'intensité avec laquelle j'avais envie de crever, et en même temps l'intensité avec laquelle j'avais envie de faire passer un bon spectacle aux gens, à nouveau on est sur la tartine et le chat, quoi, tu vois. Et j'avais jamais joué. J'ai déjà joué triste, j'ai déjà joué très très triste, mais de jouer alors qu'on est anéanti, j'avais jamais fait. Et donc je savais pas si ça. J'étais là, mais ça va jamais marcher, c'est pas possible. Enfin, les gens vont sentir que je suis triste. Et j'ai une amie qui est pas du tout dans le stand-up, c'est une rockstar des Pays-Bas, elle est chanteuse. Et je sais pas, par hasard on s'écrivait et je lui ai dit, est-ce que t'es déjà montée sur scène, genre dans cet état? Elle m'a dit oui, et c'était mes meilleures dates. Et là je me suis dit ok, je prends cette info et donc je sais pas, c'est le live, hein.
étant donné que je veux donner du live aux gens, ben je vais dans le live, tu vois. Et donc il y a le live, je veux raconter l'histoire en direct aux gens, et il y a je suis accompagnée de toutes ces femmes iraniennes, tu vois. Et donc à ce moment-là, toutes ces femmes iraniennes sont là parce que je veux les représenter, mais quelque part il y avait aussi ce truc où bon, c'est du spirituel, hein, mais finalement elles étaient là pour moi aussi, tu vois. Genre je me sentais entourée d'elles et j'avais l'impression qu'elles me prenaient elles dans leurs bras, tu vois, et qu'elles étaient là. Je sais que c'est dur, mais vas-y, tu vois. Et c'était tellement dur que je mettais mon mascara au dernier mot de ma première partie parce que je pleurais tellement, quoi, tu vois. Et c'était dingue parce que le temps de mon spectacle, bah, ton cerveau est quand même dissocié, était dans le spectacle, était dans les mots, mais en fait, déjà vers la fin, je me rappelais de, oh mon Dieu, il y a la réalité qui va venir me rattraper dans environ 4 minutes 30. Mais c'est pas grave. Et c'était colossal. Pour moi, c'était un travail colossal, mais je suis hyper fière de moi parce que j'ai réussi à le faire et je ne sais pas comment, je ne sais pas de où. Je pense que c'était vraiment un truc métaphysique où j'ai été nourrie des pouvoirs ancestraux de mes grands-mères que je suppliais de m'aider. J'étais là, please, genre, nourrissez-moi d'amour parce que là, je suis en train de mourir à l'intérieur de moi, tu vois. Et ouais. Et du coup, ben, je sais pas. Et puis, j'étais bien entourée quand même, tu vois. Donc, ouais, mais c'était, là, je me suis dit, là, je sens que je suis quelqu'un qui a de l'expérience, quoi, tu vois. Mais putain, qu'est-ce que c'était dur. Ouais. T'es quelqu'un d'assez intense avec les émotions, les ressentis. Des fois, t'es une batterie sociale qui est plat. Comment on fait pour concilier ça avec le stand-up, parce que c'est un milieu où t'as pas le choix, tu dois aller voir des gens, tu dois croiser plein de personnes, tu dois sortir parce que t'as dit que t'allais jouer. Ben en fait c'est facile, j'ai envie de dire. J'ai trouvé ma manière en fait. C'est que je reste à plat pendant tout le moment où je suis pas avec les gens. Je reste couchée. C'est tout. Potato. Ouais, vraiment ça aide beaucoup d'avoir le vide en fait total. Et après, je me protège aussi, en fait. Donc, je m'oblige pas à rester si je le sens pas. Je m'oblige pas à rester si l'énergie est trop intense. Tu vois, j'y vais pas. Ouais, je me protège et j'ai pas du tout peur de me protéger. J'ai pas du tout peur de passer pour une personne un peu rabat-joie ou tu vois. Oui, les gens, ils te connaissent, ils savent que à tout moment, tu peux dire ouais, là, je le sens pas, quoi. Ouais, et même s'ils me connaissent pas, bah, c'est pas grave, en fait. C'est pas grave parce que je pense que tôt ou tard, ces personnes-là arriveront à la même conclusion où t'es obligé de te protéger parce que c'est comme tu dis, quoi. C'est hyper intense. Et ouais, ma batterie sociale a une limite, quoi, tu vois. Donc, en fait, je me repose beaucoup. Par exemple, pour le TTO, hormis le fait que c'était dans une période très difficile, en fait, j'ai besoin de faire très, très peu pendant la journée pour pouvoir donner tout d'un coup, tu vois, le soir. Parce que je sais que, par exemple, toi, si je me trompe pas, ben, t'arrives à faire même si tu joues ton spectacle le soir, ben, t'arrives à faire 3000 trucs en même temps pendant la journée. Que je me suis dit, pour avoir un truc sustainable, pour avoir un truc qui dure sur le temps, ben, je profite comme un bon verre de vin d'une bonne scène, même un deuxième verre, quitte à ce que ça soit du champagne et que je sois un peu bourrée, mais ça sera une petite cuite, tu vois. Et comme ça aussi, quand je fais des mauvaises scènes, ça me détruit pas, quoi. Parce que ça reste quelque chose de terriblement dur de faire des mauvaises scènes. Et ça m'aide beaucoup, beaucoup à relativiser, tu vois. Mais le fucking doute est tout le temps là, quoi, tu vois. Il est tout le temps là parce que je sais pas, enfin, on se remet tout le temps en question et, enfin, en tout cas, je me remets tout le temps en question. Et ouais, et de se dire est-ce que c'est bien ce que je fais, est-ce que machin, est-ce que je vais réussir à être aussi drôle que machin, est-ce que tu vois, donc il y a toujours cette petite voix, mais ouais, je lui donne un cookie et puis un petit cornichon. Exactement. Tu fais encore des mauvaises scènes? Attends, parce que comment répondre à ça? Mais ma dernière très très mauvaise scène, c'était quelques heures avant ma rupture, et donc je pense que peut-être c'est pour ça. Elle s'est dit, oh la nulos, quoi. D'ailleurs, maintenant, elle sort avec Blanche Gardin. Non, ben, je pense qu'énergétiquement, il y avait un truc dans l'univers qui faisait que je devais sentir une mauvaise nouvelle débarquer. Et donc, j'ai pas compris pourquoi, parce que c'était une scène super. Tout le monde avait cartonné, tout était là pour que je joue bien et que, en tout cas, moi, je l'ai très très mal vécu, mais aujourd'hui, je sais pourquoi.
Et sinon, dans les beats, ben, c'est vrai que c'est plus les beats de quand tu commences le stand-up, parce qu'il y a un truc de... en fait, je pense que le beat est lié à l'insécurité et à l'énergie que tu dégages sur scène. Et donc, quand tu joues et tu sens que ça prend pas, tu te mets dans le doute et tu te mets dans le oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et en fait, tous ces gens sentent le oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et donc, eux, ils sont là, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et donc, rien ne va plus. Et aujourd'hui, quand je sens que ça va moins, ben, je me dis, les gens ne connaissent pas la vraie version ou les vrais rires ou les décibels des rires que cette blague devrait avoir. Donc, ils ne peuvent pas comparer. Et donc, ça se trouve, pour eux, c'est très chouette, quoi, tu vois. Et donc, même si à l'intérieur de moi, je suis là, oh mon Dieu, je déteste, j'ai envie de partir, ben, good vibes. Je fais genre, oh, OK, it's okay, we're good. Et du coup, le beat n'est jamais violent. C'est genre, on n'a pas rigolé autant que machin, mais c'était intéressant, ou c'était cool, ou tu vois. Et attends, j'allais dire un truc par rapport à ça. Ah oui, et en fait c'est un truc qui m'a fait comprendre ça, c'est qu'une fois j'avais joué mon spectacle dans un cadre pourri, il y avait très très peu de monde, il y avait même pas de micro, enfin c'était vraiment des conditions nulles, il y avait pas vraiment eu de rire pendant 1 heure, et donc je sais pas si t'as ça, mais moi je suis froid, genre j'ai la sueur froide, quoi, tu vois, quand ça... Ah ouais, non je sais pas. C'est des gouttes de sueur froide qui glissent tout doucement en plus, tu vois, donc moi je me sens me glacer, quoi, tu vois. Et donc je joue et j'étais là, oh Seigneur, enfin, et donc c'est fini, et voilà, c'est traumatisant mais c'est comme ça. Et puis je joue au TTO durant, je sais plus si c'était cette année ou l'année d'avant, et il y a une personne qui vient me voir et qui me dit ah j'étais venue vous voir à telle date. Et là je suis revenue et j'ai fait attends, tu m'as vu à telle date catastrophique et ça t'a donné envie de revenir? Et la date où elle était revenue, je sais que c'était une date qui avait cartonné au TTO, et elle me répond bah c'était la même chose. Oh waouh! Exactement. C'est à la fois super, à la fois vexant. Horrible. Et j'étais vexée, j'étais hyper vexée, et dans ma tête, j'étais là, et je lui ai dit, j'ai fait, non, c'est pas possible, écoutez, il y avait pas de rire, il y avait pas de machin, elle a fait, moi j'ai autant adoré, pour moi, il y avait la même vibe, et j'étais là, mais c'est 225 personnes dans le délire versus 13 personnes qui font pendant que tu fais une blague, tu vois, qui toussent pendant que tu fais une blague. Enfin, tu vois cette ambiance vraiment triste, quoi, tu vois. Et là, je me suis rendu compte. Enfin, c'est vraiment, je pense que, tu vois, notre métier, c'est 3 milliards de trucs, dont la psychologie sociale, quoi. Tu vois, il faut avoir un peu les notions on finit par avoir des notions de sociologie et de psychologie sociale parce que, en fait, les gens ne connaissent pas la version de notre spectacle où ça cartonne, où ça rigole toutes les demi-secondes. Donc, et parfois, ils se rendent même pas compte que, le spectacle nul versus la version incroyable, et ils arrivent pas à se rendre compte, tu vois. Et en fait, cette info, même si elle était très vexante, m'a fait comprendre que, en fait, le public lambda ne se rend pas compte de ce que nous on va vivre comme un beat, quoi, tu vois. Mais il faut traverser tous ces trucs pour arriver là, quoi, ou avoir une sagesse inouïe. Mais en tout cas, tu vois, c'est pour ça que les 10 ans que mes profs avaient mentionné, c'est ça en fait. Parce que ça, tu peux pas vivre au bout de 3 semaines parce que t'as pas de spectacle encore. Donc il faut que tu joues ton spectacle dans un cadre nul et que enfin tu vois, donc. Et ça, c'est un chemin qui prend du temps, quoi, tu vois. Et je suis tellement curieuse de savoir ce que je vais encore apprendre dans les 3 ans qui viennent, quand j'arrive à c'est pas un jubilé, mais tu vois, à mes 10 ans, quoi, tu vois. J'aime bien ce mot. Congé national. Il y aura des chars partout, Rosalia qui chante. Oh mon Dieu. Et du coup, ouais. Tu vois, donc voilà. Et c'est quoi le truc le plus important que t'as appris? Oh, c'est une bonne question. Je sais pas si c'est le plus important. Attends, je réfléchis un peu. Je sais pas si c'est le plus important, mais en tout cas, je sais que les gens se connectent à l'émotion que tu donnes. Et donc, ça facilite beaucoup de choses. Parce que même au TTO, alors qu'au fond de moi, j'avais envie de mourir, ça, c'était au fond de moi, mais encore plus au fond, c'était j'ai envie de vous faire rire. Et je suis là pour vous. Et donc, les gens se connectent à ce truc tout petit là, tu vois, qui se cache. Et donc, ça, tu vois, ça n'a rien à voir avec le stand-up. Qu'ils ne sont pas connectés à l'autre. Pourquoi on se sent bizarre? Pourquoi on a envie de pleurer d'un coup? Ils vont tous débarquer chez ton ex. Pourquoi? Donc ouais. C'est quoi Qu'est-ce que t'as envie que les gens se disent de toi à la fin de ta carrière? Oh shit.
34 ans, c'était jeune. C'était la dernière interview de Dena. Elle a fini par coucher avec Rosalia et a participé à l'Eurovision en tant que candidat. Et elle a rencontré Evanescence. Ça arrivera. Inch'Allah, ce serait drôle. Qu'est-ce que j'ai envie que... Mais en fait, tu sais quoi? Les gens se disent déjà ce que j'ai envie qu'ils se disent à la fin. Donc je suis blessed, tu vois, je suis privilégiée, je suis chouchoutée, quoi. Tu vois, ce qu'ils se disent déjà maintenant, bah c'est ce que je voulais. Je pense que c'est ce que j'aurais aimé à la fin, mais c'est déjà maintenant. Donc à nouveau, la vie ouvre une porte et je ne sais pas où elle va m'amener. Donc je ne sais pas parce que ça se trouve, je sais pas, tu vois. C'est dur pour moi de me projeter dans le futur. Donc ouais, donc j'entends déjà ce que j'ai envie d'entendre plus tard. Merci Dena. Merci Fanny. J'espère que l'épisode vous a plu. Dena sera en spectacle un mardi sur 2 au Petit Kings à Bruxelles à partir de janvier où elle rodera son prochain spectacle. Et puis il y aura encore d'autres dates du premier, Dena Princesse Guerrière, probablement à Paris aussi notamment dans les prochains mois. Donc pour être tenu au courant des dates, n'hésitez pas à la suivre sur Instagram @DenaDiva. Je mets le lien en description et je mets aussi le lien pour me suivre moi @FannyRuet pour ne rien rater des prochains épisodes. Des bisous. Et cet épisode a été mixé comme d'habitude par l'incroyable, le très vaillant Maxime Moitieu.